Salut à tous et bienvenue pour un nouveau crime et disparition. Aujourd'hui, je veux vous raconter l'histoire ni d'un crime ni d'une disparition, mais c'est l'histoire d'un corps non identifié qui a été retrouvé en Irlande en 2009. Corps d'un homme d'environ 60 ans. On n'a jamais pu mettre un nom sur cet homme, mais ce qui rend cette affaire fascinante, c'est que cet homme a passé 5 jours à Sligo, où on retrouvera son corps. Il a passé ces 5 jours sous une fausse identité, et on dirait qu'il a tout fait pour qu'on ne puisse jamais découvrir sa véritable identité, ce qui est toujours le cas plus de 10 ans après le début de cette affaire. Cette affaire, elle commence le mardi 16 juin 2009, lorsqu'un homme et son fils, qui s'entraînent pour le biathlon sur la plage de Roses Point, découvrent le corps d'un homme qui a apparemment été rejeté par la mer. Aussitôt, ils vont appeler la police, qui va arriver assez vite sur place. Ils n'ont pas trop l'habitude de retrouver des corps comme ça, puisque le policier doit lui-même s'arrêter en route pour acheter une bâche, histoire de recouvrir le cadavre sur la plage. C'est aux alentours de 8 heures du matin, donc 1 heure et quart à peu près après la découverte du corps, que le médecin légiste va déclarer officiellement la mort de l'homme qu'on a retrouvé sur la plage. Cet homme est emmené ensuite à la morgue pour être identifié et pour éventuellement établir les causes de son décès. Le policier, qui est en premier appelé sur le lieu de la découverte du corps, va constater que cet homme est vêtu de manière étrange. Il a un t-shirt bleu marine et il a un pantalon. Par-dessus ce pantalon, il a son slip de bain de type speedo. Et ouais, c'est assez étonnant. C'est pas du tout comme ça qu'on s'habille pour aller nager dans la mer. Donc dès le début, il y a un petit truc bizarre. À peu près 300 mètres plus loin du corps, on va retrouver d'autres vêtements et d'autres affaires qui semblent appartenir à cet homme. On va retrouver des chaussures, des chaussettes, donc tout ça a été consciencieusement plié, comme si l'homme avait prévu de revenir. Donc les chaussettes se trouvent dans les chaussures, il y a un pantalon qui a été plié, un pull comme une espèce de pull vert, une veste, un paquet de mouchoirs. Ils vont également retrouver des aspirines, des pansements, une feuille de papier vierge. Ils vont également retrouver le savon d'un hôtel avec le nom de l'hôtel, ce qui va aider la police à retrouver l'endroit dans lequel cet homme a logé. En tout cas, c'est étrange parce que tous ces vêtements, absolument tous, n'ont pas d'étiquette, comme si la personne qui avait disposé ces vêtements-là ne voulait pas qu'on puisse identifier ces vêtements. Alors, j'ai recherché un petit peu, on dit que ces vêtements seraient de marque C&A ou éventuellement qui pourraient venir d'un magasin Walmart. Ça donne pas beaucoup d'indications sur l'endroit d'où peut venir cet homme. En tout cas, c'est à ce moment-là que va commencer l'affaire de Peter Bergman. Vous verrez ensuite pourquoi on appelle cette affaire comme ça. Mais c'est le premier moment où on retrouve ce corps et finalement la police tient à avertir la famille, ce qui somme toute est logique. Donc ils vont tenter de retrouver l'identité de cet homme, ils vont se rendre à l'hôtel, donc ils vont retrouver le savon et ils vont tenter de savoir qui était cet homme. À l'hôtel, on leur donne l'identité de cet homme, Peter Bergman. En tous les cas, c'est sous ce nom qui s'est inscrit à l'hôtel. Et pourtant, la police ne retrouve absolument personne de ce nom-là, orthographié comme ça, avec cet âge-là, et cet homme avait dit venir d'Autriche. On ne retrouve aucune trace, absolument aucune trace d'un Peter Bergman de cet âge-là en Autriche. La police se trouve donc devant l'incapacité de prévenir la famille et de rendre le corps finalement à quelqu'un. La police va donc faire une demande pour les images de vidéosurveillance des différents lieux publics et des hôtels, enfin de l'hôtel où a séjourné cet homme. Ils vont également demander dans les aéroports et dans les gares. Donc le premier signe qu'on va retrouver de cet homme, c'est le vendredi 12 juin, donc le vendredi qui précède le moment où on a retrouvé son corps. Et on va voir la première fois cet homme aux alentours de 14h30 à la gare de Derry. Il est apparemment à la recherche d'un bus. On saura ensuite qu'il recherche un bus pour se rendre à Sligo. Aux alentours de 16h, il monte donc dans un bus
Pour Sligo, il va arriver aux alentours de 18h28, donc à la gare de Sligo. Il va directement prendre un taxi, demander à ce taxi qu'on puisse l'emmener à un hôtel pour qu'il puisse prendre une chambre d'hôtel. Ce taxi va l'amener à un premier hôtel qui malheureusement est complet. L'homme va donc remonter dans le taxi et il sera ensuite amené au Sligo Hotel qui lui a encore de la place. Petit détail, les hôtels sont très proches de la gare. Le chauffeur de taxi se pose la question lorsqu'il a témoigné à la police si cet homme connaissait la ville, parce que s'il connaissait la ville, il aurait su que ces hôtels sont très proches de la gare routière et probablement qu'il s'y serait rendu à pied, parce qu'on le verra, il fait beaucoup de trajets à pied. Arrivé donc au Sligo Hotel, cet homme va régler pour 4 nuits en cash. Il va s'annoncer sous un nom qui, l'on saura plus tard, est un faux nom. Donc sous le nom de Peter Bergman. Bergman avec 2 N, ça aura ensuite son importance. Cet homme va également donner une adresse autrichienne à Vienne, une adresse qui, ensuite on le saura, est fausse. Cette adresse, c'est le Einstettern 15 4472 à Vienne. Alors, il y a plusieurs problèmes avec cette adresse. La première, c'est que les numéros postaux autrichiens ne comportent pas du tout ce 4472, et ce sont tous des numéros qui commencent par 1, donc cette adresse est probablement fausse. Si vous faites des recherches, vous retrouvez que cette adresse correspond à un terrain vague, ce qui est totalement faux. Cette adresse n'existe pas du tout, elle n'est même pas un terrain vague. On a aussi cité un parking ou une parcelle à vendre, c'est totalement faux, cette adresse n'existe pas du tout. L'homme s'exprime avec un accent allemand, et il paraît, avec ses 55-60 ans, je pense qu'il paraît pour quelqu'un de sérieux. Du coup, le personnel de l'hôtel ne lui demande pas du tout ses papiers. On aurait pu à ce moment-là lui demander ses papiers, d'ailleurs c'est obligatoire de demander les papiers, encore plus maintenant avec les problèmes de terrorisme ou autre, mais en tous les cas, à ce moment-là, on ne lui a pas demandé ses papiers, et cet homme a pu loger 4 jours dans cet hôtel sans qu'on soit réellement sûr de son identité. La description qui est faite de cet homme au moment où il rentre dans l'hôtel, comme on peut le voir également sur les images, c'est donc un homme, pas du tout un jeune homme, mais un homme, environ 55-60 ans, un peu grisonnant, qui porte des lunettes, il est plutôt grand, il est plutôt mince, il a 2 sacs noirs, et ça, ce sont des détails très importants. Il a 2 sacs noirs, l'un un peu un fourre-tout noir, et le deuxième, c'est un sac en bandoulière de type ordinateur, et voilà comment il se rend donc à l'hôtel. Durant ce vendredi-là, on n'a plus tellement trace de lui, il va prendre sa chambre, il est donc logé à la chambre 705 de cet hôtel, et on n'a plus spécialement de traces de lui. On va le revoir le lendemain, aux alentours de 8h30, parce qu'il faut savoir que l'hôtel Sligo a des caméras, j'imagine aussi pour surveiller un petit peu ce qui se passe, et dans ce cas-là, elles ont bien servi. Donc il y a plusieurs caméras disposées dans le hall de l'hôtel, et on le voit donc aller à 8h30, petit déjeuner, on le voit ensuite remonter à sa chambre, et on va le voir ensuite sortir de cet hôtel avec un sac plastique violet. Ce qui est intéressant au niveau de ce sac, c'est que cet homme va sortir environ 13 fois de l'hôtel, en tout cas 13 fois que l'on peut confirmer par des images de caméra surveillance. Pratiquement à chaque fois, il va sortir avec un sac ou des affaires, et lorsqu'il reviendra, il aura toujours les mains vides. Donc ce jour-là, aux alentours de 11h moins 10 du matin, cet homme, qui se fait appeler Peter Bergman, et c'est d'ailleurs comme ça que je vais l'appeler durant cette affaire, sort de l'hôtel avec un sac en plastique violet. Ce sac n'est pas vide, il contient quelque chose, ça c'est certain, que l'on ne peut pas identifier avec les images de caméra surveillance, mais c'est certain, ce sac contient quelque chose. On le revoit sur les images de la poste de Sligo, sur les images de caméra surveillance de la poste de Sligo, on le voit acheter 8 timbres à 82 centimes. Alors, les timbres à 82 centimes à cette époque-là, en Irlande, on pouvait envoyer des lettres, alors courrier B, je ne sais pas si chez vous on appelle ça courrier B, mais en l'occurrence courrier qui vient moins rapidement, on peut les envoyer partout dans le monde. Donc ça donne même pas une indication de dire voilà, il a pu écrire que dans le pays ou que en Europe. En tout cas, il a acheté 8 timbres, 82 centimes. On n'a pas d'image de lui en train de poster des lettres. Ce qui est dommage, c'est que la boîte aux lettres qui est à l'intérieur de la poste est surveillée d'une caméra de surveillance, mais pas celle qui est à l'extérieur. Donc,
Soit il a acheté les timbres, il est parti et postera ses lettres à un autre moment, soit ces lettres, il les a postées à l'extérieur et on n'aura aucune indication sur les destinataires de ces lettres. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces informations, elles arrivent aux alentours du mercredi ou jeudi après le décès de cet homme. Donc c'est trop tard pour aller ouvrir ces boîtes aux lettres. Si on avait eu cette information quelques heures après la visite de Peter Bergman à la poste, on aurait pu faire quelque chose. Mais là, c'est trop tard, les lettres sont déjà parties. Par contre, ce que l'on peut dire, c'est que cet homme a écrit probablement à quelqu'un. Il a donc un destinataire quelque part. Il y a donc quelqu'un qui connaît. Je me disais, ça pourrait même être à la limite pour annuler un abonnement, mais dans ce cas-là, il y a quelqu'un qui a son nom quelque part. Donc, ces lettres me font penser que quelqu'un, quelque part, connaît cet homme et sa véritable identité. Il va revenir vers l'hôtel, on n'a pas, j'ai pas l'heure exacte, mais en tout cas, il revient sans sac à main et sans son sac violet. Donc, l'idée, c'est que cet homme s'est probablement débarrassé de ses affaires lors de sa promenade de l'après-midi et du début d'après-midi. Mais on le voit sur plusieurs images de caméra surveillance, mais on ne le voit jamais se débarrasser de quoi que ce soit dans une poubelle. On ne le voit jamais téléphoner, on ne le voit jamais rencontrer personne. Il y a une observation qui va être faite par la femme de chambre. Elle n'arrivera pas à rentrer dans la chambre de Peter Bergman lorsqu'elle voudra faire le ménage. Elle va donc avertir la responsable de l'hôtel qui, elle, va décider d'aller voir ce qui se passe dans cette chambre. Et elle va donc monter et frapper. Sans réponse, elle va ouvrir la porte, pensant peut-être que cet homme a fait un malaise ou qu'il se passe quelque chose. Donc elle ouvre prudemment la porte et elle va se retrouver nez à nez avec Peter Bergman. Lui paraît vraiment assez étonné, du genre, il a peur, quoi, il est pas à l'aise. En tout cas, ce qu'elle dira. Elle dira que quand elle se rend compte que la personne qui rentre, c'est donc elle, la propriétaire de l'hôtel ou la gérante de l'hôtel, il est un peu soulagé, comme s'il s'attendait à ce que ce soit quelqu'un d'autre. Donc voilà un tout petit peu ce qu'on peut dire. Le lendemain, Peter Bergman, aux alentours de 11h du matin, va sortir à nouveau de l'hôtel, va prendre un taxi et va demander au chauffeur de taxi à être emmené dans un endroit où il pourrait nager, un bel endroit pour nager et approprié pour nager. Le chauffeur de taxi va lui proposer la plage de Roses Point, qui est connue des touristes, parce que c'est une région assez touristique, et il va donc l'emmener à Roses Point. Une fois arrivé sur place, Peter Bergman va regarder hors du taxi, il paraît satisfait, il paraît content qu'on l'ait amené là, et il va dire qu'on peut le ramener à la gare routière. Il va donc se faire déposer à la gare routière et faire le trajet de la gare routière à son hôtel à pied. Le lundi 15 juin, Peter Bergman va rendre les clés de l'hôtel, puisqu'il avait donc réglé jusqu'à ce moment-là, aux alentours de 13h, 13h05, il va donc, on le voit sortir de l'hôtel, cette fois, avec 3 sacs. Il a 3 sacs, dont un sac en bandoulière noire, que l'on avait déjà vu, un sac en plastique violet, qu'on a déjà vu, puisque c'est le sac en plastique avec lequel il était sorti quelques jours plus tôt, mais également un 3e bagage noir que l'on n'a jamais vu. Donc ce n'est pas un bagage similaire à celui qu'il avait en venant, c'est un autre bagage noir. On va pouvoir, donc il quitte l'hôtel aux alentours de 13h06 avec ses 3 bagages, sac plastique et 2 sacs noirs. Il va marcher jusqu'à la gare routière via le Quay Street et il va arriver aux alentours de 13h16 à la gare. Ça lui prend donc environ une dizaine de minutes. Lorsqu'il arrive à la gare, il y arrive qu'avec 2 sacs. Il s'est donc débarrassé sur le trajet du contenu de l'un des sacs, mais on n'a aucune image de vidéosurveillance de cet homme se débarrassant de quoi que ce soit, jetant quelque chose dans une poubelle ou même par terre. Il va aux alentours de 13h32, donc arriver à la gare de Sligo avec 2 sacs, et là il y a une petite image de lui dans l'embrasure d'une porte, on le voit fumer une cigarette, et là on dirait qu'il ne s'est pas rendu compte qu'il était filmé. Il ne donne pas de détails, hein. Ce passage de vidéo ne donne pas de détails, mais ça paraît étonnant, c'est la première fois qu'on le voit vraiment posément pendant quelques secondes en train de fumer une cigarette. Quelques instants plus tard, 13h38, cet homme est repéré donc à la gare routière de Sligo, dans un petit café de la gare.
en train de commander un cappuccino ainsi qu'un sandwich au jambon et au fromage. Il s'assoit à une table, il discute avec personne, à part avec le serveur pour donc passer sa commande. Il va lire 2 petits bouts de papier qu'il avait dans sa poche. Lorsqu'il a terminé sa lecture, il va les déchirer et les jeter dans une poubelle. Malheureusement, on découvre ces images de vidéosurveillance trop tard. Le contenu de la poubelle a déjà été jeté, donc on ne peut pas retrouver ce qui était écrit sur ces 2 messages. Aux alentours de 14h20, on le voit sur une image de surveillance dans la gare routière de Sligo, monter dans le bus qui se rend à Roses Point. Et aux alentours de 16h, cet homme est repéré sur la plage de Roses Point par un premier témoin. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de monde sur la plage, il fait beau, c'est le printemps, c'est le début même de l'été, donc il y a beaucoup de monde sur cette plage qui est assez connue et assez réputée, c'est une belle plage. Il est donc vu sur cette plage avec un seul et unique sac, on ne sait de nouveau pas ce qu'il a fait du dernier sac, du deuxième sac qu'il avait avec lui. Les témoins qui le voient sur la plage déclareront qu'ils le trouvaient étrange, habillé de manière professionnelle, en tout cas pas de manière à aller dans l'eau ou dans la mer, donc ça les a étonnés. Il parlait pas spécialement avec les passants, il répondait à un bonjour, mais disons que c'était pas le type qui venait vers vous spontanément, et alors que les gens sur la plage parlaient un peu entre eux spontanément, ils sont contents d'être là, ils sont probablement en vacances. Il avait l'air de faire les 100 pas, comme s'il attendait quelqu'un ou quelque chose, mais personne n'a remarqué ce qui pouvait bien l'attendre. Ils diront également qu'il avait l'air dans un autre monde, qu'il avait l'air... Alors, une des femmes qui l'a croisé ce jour-là déclarera qu'il avait l'air d'un autre temps et qu'il avait l'air d'un autre monde, comme s'il n'était pas au bon endroit au bon moment en fait. Certains vont le voir avec les pantalons retroussés, en train de marcher dans l'eau, en train de faire un petit peu les 100 pas, et voilà un petit peu comment on va se souvenir de lui, de cette journée. Aux alentours de 22h30, 23h, un dernier témoin va le voir. Il a l'impression que cet homme a un sac plastique avec lui lorsqu'il le repère sur la plage, mais on ne peut pas affirmer à 100% que Peter Bergman avait encore un sac plastique à ce moment-là. Puis on le revoit donc le lendemain, 6h45, lorsque son corps est retrouvé. Alors comme je vous l'ai dit, l'enquête démarre très vite. Les premières constatations sont faites sur les vêtements, mais dès le mercredi, on va faire une autopsie sur cet homme et ça va donner pas mal d'informations qui malheureusement ne permettront pas de retrouver son identité, mais toujours est-il qu'on pourra dire que cet homme a un cancer en phase terminale. Il ne pouvait apparemment pas ignorer qu'il avait ce cancer. Ce qui est très étonnant, c'est qu'il n'y a aucune trace d'antidouleur ou de médicaments. Cet homme a également des tumeurs osseuses qui devaient, selon les médecins, le faire affreusement souffrir. C'est donc très étonnant qu'on ait retrouvé cet homme sans aucun médicament dans le sang, sans aucun même antidouleur. On a retrouvé des aspirines proches du corps, mais lui, il n'en a pas pris. Donc, il devait vraiment souffrir un enfer et, selon les médecins, son temps était compté. Il lui restait probablement au mieux quelques mois à vivre, vraiment au mieux et dans le meilleur des cas. On peut dire de cet homme qu'il a 55-60 ans, son ADN et ses empreintes ont été relevés, son corps n'ayant séjourné que quelques heures dans l'eau, le relevé d'empreintes se fait assez facilement. Il a déjà été victime une fois d'une crise cardiaque, ça les médecins peuvent le dire avec une assez grande précision que c'est certain qu'il a donc eu une crise cardiaque. Cet homme a donc probablement séjourné à l'hôpital, d'autant qu'il n'a qu'un seul rein. On lui a donc soit retiré un rein parce qu'il avait un rein malade, soit il a fait le don d'un rein à quelqu'un. Dans ce cas, ça voudrait dire qu'il a des proches, peut-être de la famille, et qu'il a un dossier médical à son nom quelque part. On ne se fait pas retirer un rein. Enfin oui, on pourrait se faire retirer, en tout cas à une époque, il y avait des gens qui pouvaient se faire voler des reins ou autre. Mais là, ça ne semble pas non plus être une cicatrice faite par des voyous, par exemple, qui voudraient voler un rein et qui ensuite, sur les points de suture, ou je sais pas, mais en tout cas, ça avait l'air d'être du bon travail, du travail fait dans un hôpital. Comme je l'ai dit, toutes les étiquettes des vêtements ont été enlevées. Cet homme a tout fait pour cacher son identité, pour cacher l'endroit d'où il vient, et il est allé jusqu'à couper toutes les étiquettes de ses vêtements qui auraient peut-être pu permettre de retrouver l'endroit d'où il venait.
Et au niveau des causes de sa mort, il n'y a aucune trace de violence. Il n'a donc pas été violenté. Il n'y a pas non plus de traces... il s'est apparemment pas noyé. Il n'y a pas d'eau dans les poumons. Il n'y a pas d'eau salée dans les poumons. Alors là, il y a plusieurs théories. Il aurait pu faire une crise cardiaque. Il aurait pu... Voilà. Donc il n'y a pas vraiment d'hypothèse réelle sur sa mort. En tout cas, il ne s'est pas noyé et il n'a pas été battu, il n'a pas d'impact de balle, il n'a pas été frappé. Ce n'est probablement pas un crime. Cet homme est probablement soit mort parce qu'il voulait mourir dans les eaux de Sligo ou d'un endroit où on pouvait aller nager, où c'était sympa, mais pratiquement certain, il n'a pas été victime d'un crime. Donc ça pose plein de questions, il n'y a pas beaucoup de réponses. Apparemment, il a choisi le lieu pour aller mourir lorsqu'il a demandé au chauffeur de taxi une belle plage où on pouvait nager. Probablement qu'à ce moment-là, cet homme savait qu'il avait choisi cet endroit pour terminer sa vie. Il est probable que cet homme ait pensé que son corps, une fois décédé, ne serait pas rejeté par la mer et qu'on ne l'aurait jamais retrouvé. Ça, c'est tout à fait possible. C'est en tout cas ce que pensent les enquêteurs. Il y a eu plusieurs enquêteurs qui ont travaillé sur cette affaire. Mais ils pensent que cet homme a probablement imaginé que son corps serait emmené par la mer à tout jamais et qu'on n'aurait jamais retrouvé son corps. Certains se demandent si c'est un suicide, pourquoi tant de précautions finalement? Alors, je vais y revenir. Mais c'est vrai que il sait probablement repérer les caméras de vidéosurveillance dans une ville, ou alors il les connaît d'avance. Il fait tout pour pas être repéré. Il fait tout pour pas qu'on puisse l'identifier. Et les affaires qu'il a dans le sac violet et dans les différents sacs qu'il a, puis qu'il n'a ensuite plus, posent question. De quoi se débarrasse-t-il? De papier, d'informations qui pourraient le relier à sa véritable identité? Mais pourquoi cette envie de cacher son identité? Ensuite, je vous l'ai dit, l'adresse qu'il a donnée en Autriche, c'est une adresse qui ne correspond à rien. Ils se sont pas inquiétés et pas plus posé de questions à la réception de l'hôtel, probablement parce que cet homme avait un accent autrichien. Donc il pouvait être autrichien, qu'il avait l'air sérieux et que son nom sonnait autrichien. Ils ne se sont donc pas tellement plus posé de questions. Voilà, un petit peu. C'est un peu dommage parce que voilà, ça aurait pu permettre, en tout cas, de l'identifier comme n'ayant pas donné son vrai nom. Ensuite, pourquoi Sligo? C'est une région touristique, ça c'est clair, c'est une région connue. Alors, personnellement, habitant en Suisse, je ne connaissais pas cette région, mais les Irlandais la connaissent. Alors après, pas tous les Irlandais. J'ai lu sur Reddit des gens qui se battaient un petit peu pour dire « bah moi je connais son endroit, moi je le connais pas ». J'imagine qu'on a tous des endroits touristiques proches dans notre pays qu'on connaît plus ou moins bien, peut-être dont on n'a jamais entendu parler. Les lettres, évidemment, ça laisse penser d'avoir envoyé ces lettres que cet homme connaît encore quelqu'un quelque part. En tout cas, comme je dis, il n'a pas écrit des lettres que l'on a retrouvées, donc c'est étonnant. Il y a eu des recherches internationales qui ont été faites via Interpol. L'idée, c'était de savoir si quelqu'un avait disparu de ce profil-là, de plus ou moins cet âge-là. Un homme peut-être qui aurait disparu dans un autre pays d'Europe, mais aucune description ne correspond à cet homme. On a bien recherché dans les personnes disparues, on a recherché un petit peu partout via Interpol, mais rien ne correspond à cet homme et personne n'a ensuite, dans les semaines suivantes, fait la déclaration d'un père, d'un grand-père qui serait manquant. Probablement, comme j'ai dit, les causes de sa mort sont une crise cardiaque causée soit par sa maladie, il était très 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 malade, soit par la fraîcheur de l'eau, je ne saurais pas trop dire. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'il a quitté 13 fois l'hôtel. À chaque fois qu'il est revenu dans l'hôtel dans lequel il a séjourné, il n'avait plus d'affaires, il avait tout jeté. Alors, au niveau des hypothèses, il y en a une qui m'a bien fait rire, parce que comme vous le savez peut-être un tout petit peu depuis, si vous me suivez un petit peu, je ne suis pas très adepte des théories du complot. J'aime beaucoup faire des recherches et j'aime beaucoup vous rapporter des faits. Cette théorie-là, c'est tout à fait ce que j'ai tendance à pas croire. Là, en l'occurrence, certains ont imaginé que ça pourrait être un canular, puisqu'un film a été fait, un film qui dure une vingtaine de minutes, c'est plutôt un reportage sur cet homme, avec toutes les vidéos de caméra surveillance qu'on a retrouvées de cet homme. Alors certains se sont imaginés que
le réalisateur de ce film avait d'abord organisé la disparition de cet homme pour ensuite en faire un film, et c'était une bonne façon d'en faire la promotion. Alors, son film a certes bien marché, mais cette théorie est quasi improbable. Une des théories qui date de 2020, elle est toute nouvelle, cette théorie, que je trouve assez intéressante. Cet homme pourrait être le fils d'un dignitaire nazi. C'est une femme qui connaît bien le sujet, elle s'appelle Tania Krasianski. Elle a beaucoup écrit sur les enfants de nazis et sur l'impact psychologique et émotionnel que ça a eu sur ses enfants. Elle pense que cet homme pourrait peut-être être le fils de Martin Bormann, parce que ce nazi, lorsqu'il a voulu fuir un petit peu après la guerre, a donné comme nom celui de Bergman. Donc elle se dit que peut-être cet homme pourrait être le fils caché d'un nazi. Et que pour les enfants de nazis connus, en tout cas des personnalités connues du régime, c'est probablement compliqué comment dire, de se faire une place, de dire son nom, d'accepter qui ont été ses parents, qui a été son père. Donc cette théorie, je la trouve assez intéressante, et elle pense, lui, que peut-être cet homme s'est caché sous un pseudo pour cacher le passé de son père, et qu'il aurait voulu mourir sans que personne ne retrouve son corps, et encore une fois, sans faire trop de bruit dans l'anonymat. J'aime bien cette théorie. Il y aurait l'idée que cet homme aurait pu faire cela pour l'assurance. Alors oui, mais en général, l'assurance, faut retrouver un corps. Alors, je ne sais pas quel genre d'assurance aurait pu être contractée pour que cette façon de mourir aurait pu bénéficier à quelqu'un. L'idée contraire pourrait être que cet homme n'a pas du tout envie que sa famille touche l'assurance, donc il va mourir dans un endroit un peu inconnu, et finalement personne ne le retrouvera jamais, si bien que peut-être l'assurance sera bloquée pendant plusieurs années, jusqu'à ce qu'il n'ait plus d'autre choix que de déclarer cet homme mort. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire sur cette affaire. Je peux vous dire qu'il y a eu jusqu'à 10 enquêteurs en même temps qui ont travaillé sur l'affaire. Donc ils ont vraiment tenté de retrouver qui était cet homme. Tous les moyens ont été mis en œuvre. Les vêtements sont toujours disponibles à la police de Sligo si des gens veulent les consulter. Il y a encore des gens qui épluchent les sites de personnes disparues pour tenter de retrouver l'identité de cet homme. Mais aucun homme dans l'Europe ne correspond à cet homme. Donc voilà, c'est tout pour Peter Bergman. N'hésitez pas à me donner vos hypothèses et vos théories en commentaire, ça m'intéresse assez parce que, ouais, je suis assez perdue sur... D'ailleurs, quand je vais sur Reddit, souvent sur des affaires, il y a 36 000 hypothèses, toutes les plus farfelues les unes que les autres. Mais en l'occurrence, pour ce cas-là, il n'y a pas grand-chose comme hypothèse. Quelqu'un qui voulait cacher son identité, ça c'est certain. Est-ce que c'était un fugitif? Mais on aurait une identité, on aurait un nom de quelqu'un qui est recherché. Donc voilà, c'est un petit peu étonnant, mais on ne sait pas du tout qui est cet homme. Voilà, c'est tout pour l'affaire Peter Bergman. En tout cas, moi je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère vous retrouver tout bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Ici, c'est la tempête de neige. Je crois que je peux même pas descendre en ville. Donc, moi, je vais prendre un petit café et rester au chaud.